L'abomination de Dunwich de Howard Philip Lovecraft. Pendant ce temps, une autre phase de l'abomination, plus discrète, mais spirituellement plus poignante encore, s'était déroulée à Arkham, obscurément derrière la porte close d'une pièce aux murs couverts de livres. Le curieux registre ou journal manuscrit de Wilbur Whateley, remis à l'université miskatonique pour être traduit, avait causé beaucoup d'embarras et de perplexité chez les spécialistes des langues, tant anciennes que modernes. Son alphabet, malgré une approximative ressemblance avec l'arabe lourdement ancré qu'on utilisait en Mésopotamie, restait inconnu de toutes les autorités compétentes. L'ultime conclusion des linguistes fut que le texte utilisait un alphabet artificiel, qui constituait un code, mais aucune des méthodes habituelles de déchiffrage cryptographique ne semblait apporter le moindre indice, même appliqué à toutes les langues que le rédacteur aurait pu vraisemblablement employer. Les livres anciens rapportés de chez Wilbur, prodigieusement intéressants et qui ouvraient à bien des égards de nouvelles et terribles perspectives de recherche aux philosophes et aux hommes de science, ne furent donc d'aucun secours dans le cas présent. L'un d'eux, un lourd volume au fermoir de fer, était écrit en un autre alphabet inconnu, d'un genre très différent cette fois, qui rappelait surtout le sanskrit. Le vieux registre fut enfin confié aux seuls soins du docteur Hermitage, en raison de l'intérêt particulier qu'il portait à l'affaire Whateley, et aussi de sa vaste érudition linguistique, ainsi que de son intelligence des formules ésotériques de l'Antiquité et du Moyen Âge. Hermitage supposait que l'alphabet pouvait être un mode de transmission secret, au service de certains cultes interdits qui venaient d'époques très anciennes et qui avaient hérité de préceptes et de traditions des sorciers du monde sarrasin. Cette question, toutefois, ne lui paraissait pas d'importance vitale. En effet, il serait inutile de connaître l'origine des symboles si, comme il le soupçonnait, ils servaient de chiffres dans une langue moderne. Il était persuadé, étant donné l'abondance du texte, que le rédacteur n'avait pas pris la peine d'utiliser un autre idiome que le sien, sauf peut-être dans quelques formules et incantations spéciales. En conséquence, il s'attaqua au manuscrit en partant du principe que, pour l'essentiel, il était en anglais. Le docteur Hermitage savait, d'après les échecs répétés de ses collègues, que l'énigme était des plus ardues et complexes, et qu'aucun mode de décryptage courant ne méritait même un essai. Pendant tout le mois d'août, il se nourrissa du savoir accumulé en fait de cryptographie, faisant appel aux propres ressources de sa bibliothèque, et se plongeant nuit après nuit dans les arcanes de la Philographia de Trimetus, du Due Fortivis Literatum Notis de Giambattista Porta, du traité des chiffres de Vignières, de la Cryptomansis Perfecta de Falconer, des traités du XVIIIe siècle de Davy et Thicknesse, et d'autres autorités modernes, telles que Blair, von Matten et le cryptographique de Kubler. Il entrecoupait son étude de ces livres d'incursion dans le manuscrit lui-même, et il finit par se convaincre qu'il avait affaire à l'un de ces cryptogrammes particulièrement subtils et ingénieux, où plusieurs listes indépendantes de lettres correspondantes sont agencées comme la table de multiplication, et le message composé de mots-clés arbitraires connus des seuls initiés. Les techniques anciennes paraissaient plus utiles que les récentes, et Hermitage conclut que le code du manuscrit était de la haute antiquité, transmis à n'en point douter d'une longue lignée d'occultistes expérimentateurs. À plusieurs reprises, il se crut sur le point d'y voir clair pour se retrouver encore retardé par un obstacle imprévu. Puis, septembre approchant, les nuages se dissipèrent. Certaines lettres utilisées dans telle ou telle partie du manuscrit émergèrent définitivement sans erreur possible, et il devint évident que le texte était véritablement en anglais. Le soir du 2 septembre, la dernière barrière céda, et le docteur Hermitage lut pour la première fois un passage des annales de Wilbur Whateley. C'était en effet un journal comme on l'avait pensé. Il était rédigé dans un style qui montrait clairement le mélange d'érudition ésotérique et d'ignorance générale de lettres bizarres qu'il avait écrit. Le premier long passage qu'Hermitage déchiffra, daté du 26 novembre 1916, se révéla des plus inattendus et inquiétants, car celui qui l'avait écrit alors, il s'en souvenait,
était un enfant de 3 ans et demi qui avait l'allure d'un gamin de 12 ou 13 ans. Aujourd'hui a pris Laclos pour le Sabaoth, et je n'ai pas aimé. On ne peut avoir de réponse que de la colline, mais pas de l'air. Ça, là-haut, est plus en avance sur moi que j'aurais cru. On dirait qu'il ne va pas avoir beaucoup de cerveau terrestre. J'ai abattu au pistolet Jack, le collet de Elam Hutchin, quand il a voulu me mordre. Et Elam dit qu'il me tuerait s'il osait. Je crois pas qu'il le fera. Grand-père m'a fait répéter sans arrêt la formule d'eau la nuit passée, et je crois que j'ai vu la cité souterraine aux 2 pôles magnétiques. J'irai à ces pôles quand la Terre sera nettoyée, si je peux m'en sortir avec la formule d'Ona quand je ferai ça. Ceux de l'air m'ont dit au sabbat qu'il faudra des années avant que je puisse nettoyer la Terre. Et je suppose qu'alors grand-père sera mort aussi. Aussi, je dois étudier tous les angles des plans et toutes les formules entre le ir et le ngr. Ceux du dehors aideront, mais ils ne peuvent pas prendre corps sans du sang humain. Ça, là-haut, devrait avoir la sorte qu'il me faut. Je peux la voir un peu quand j'ai fait le signe rouge, ou quand j'y souffle dessus la poudre à Ingazi, et elle est presque comme eux sur la colline lors de la nuit de Walpurgis. L'autre face va peut-être s'estomper. Je me demande à quoi je ressemblerai quand la terre sera nettoyée sans plus aucun être vivant dessus. Sik est venu avec Laclos Sabaoth, a dit que je peux être transfiguré, puisqu'il y a beaucoup du dehors en moi. Le matin trouva le docteur Armitage glacé de terreur et dans l'égarement d'une longue veille de concentration. Il n'avait pas quitté le manuscrit de toute la nuit, assis à sa table sous la lumière électrique et tournant les pages de ses mains tremblantes, aussi vite qu'il pouvait déchiffrer le texte codé. Il avait fébrilement téléphoné à sa femme qu'il ne rentrerait pas, et quand elle lui apporta de la maison un petit déjeuner, il réussit à peine à en avaler une bouchée. Il continua sa lecture toute la journée, exaspéré quand çà et là une nouvelle application de la clé compliquée devenait nécessaire. On lui apporta un déjeuner et un dîner, dont il ne mangea que quelques miettes. Vers le milieu de la nuit suivante, il s'accroupit dans son fauteuil, mais fut bientôt réveillé par un chaos de cauchemars presque aussi hideux que les réalités et les menaces dont il avait découvert les périls pour la vie humaine. Le matin du 4 septembre, le professeur Rice et le docteur Morgan insistèrent pour le voir un moment et repartirent blêmes et tremblants. Il se coucha ce soir-là, mais dormit très mal. Le lendemain, mercredi, il revint au manuscrit et commença à prendre beaucoup de notes aussi bien du texte en cours que des pages déjà déchiffrées. Passé minuit, il dormit un peu dans un fauteuil de son bureau, mais se remit à la tâche avant l'aube. Vers midi, son médecin, le docteur Hartley, vint le voir, insistant pour qu'il interrompe son travail. Il refusa, laissant entendre qu'il était pour lui d'un intérêt vital d'achever la lecture du journal et promettant de s'en expliquer le moment venu. Ce soir-là, au crépuscule, il termina ce terrible dépouillement et retomba épuisé sur son siège. Sa femme, en lui apportant son dîner, le trouva dans un semi-coma, mais il restait assez conscient pour l'arrêter d'un brusque cri lorsqu'elle vint jeter des yeux sur les notes qu'il avait prises. Il se leva péniblement, rassembla les papiers griffonnés et les enferma dans une grande enveloppe qu'il rangea immédiatement dans la poche intérieure de son veston. Il eut la force de rentrer chez lui
Mais il était clair qu'il avait besoin d'une consultation, et l'on appela aussitôt le docteur Hartwell. Tandis que le médecin le mettait au lit, il ne fit que répéter à mi-voix. Mais que faire? Mon Dieu! Que faire? Le docteur Hermitage dormit, mais le lendemain il délirait à moitié. Sans rien expliquer à Hartwell, il parlait dans ces moments de calme de la nécessité impérieuse d'une longue conférence avec Rice et Morgan. Ses divagations les plus folles étaient en effet très inquiétantes. Il criait frénétiquement qu'il fallait détruire quelque chose dans une ferme aux fenêtres condamnées, faisait des allusions extravagantes à certains plans pour extirper de la terre l'espèce humaine tout entière, les animaux et les plantes, au profit d'une effroyable race antique d'êtres venus d'une autre dimension. Il criait que le monde était en péril, que les anciens voulaient le dépouiller et le traîner loin du système solaire et du cosmos de la matière pour le réintégrer dans quelque autre plan ou niveau d'entité d'où il était tombé voici des éternités. À d'autres moments, il réclamait le redoutable Necronomicon et le démonial éclat de Lemmingus, où il espérait trouver une formule pour conjurer le péril. Arrêtez-les, arrêtez-les. Si Watley avait l'intention de les faire venir, le pire d'entre eux demeure encore ici. Dites à Rice et à Morgan qu'il faut faire quelque chose. C'est un risque à courir, mais il sait comment fabriquer la poudre. La chose n'a pas été nourrie depuis le 2 août, quand Wilbur a trouvé la mort ici, et à ce rythme-là. Mais il avait une forte constitution, malgré ses 73 ans, et se remettait en dormant de son indisposition sans même un accès de fièvre. Il se réveilla tard le vendredi, parfaitement lucide mais grave, avec une crainte obsédante et le sentiment d'une écrasante responsabilité. Le samedi après-midi, il put se rendre à la bibliothèque convoquer Rice et Morgan. Puis le reste de la journée et le soir, les 3 hommes se torturèrent l'esprit dans les conjonctures les plus folles et la discussion la plus acharnée. On tira énormément de livres étranges et terribles de leur rayonnage, ou des réserves où l'on les tenait en lieu sûr. On copia fiévreusement une quantité surprenante de schémas et de formules. Il n'y avait pas de place pour le scepticisme. Tous 3 avaient vu le corps de Wilbur Whatley étendu dans cette salle, dans ce même bâtiment, et aucun après cela n'aurait songé à traiter le journal comme la divagation d'un fou. Préviendrait-on la police d'État du Massachusetts? Les opinions étaient partagées, mais finalement la négative l'emporta. Il y avait dans tout cela des choses absolument incroyables pour qui n'en aurait rien vu, comme le prouvèrent en effet certaines enquêtes par la suite. Tard dans la nuit, on se sépara, sans avoir élaboré aucun plan précis. Mais Hermitage s'occupa toute la journée de dimanche à comparer les formules et à mélanger les ingrédients obtenus au laboratoire du collège. Plus il réfléchissait sur le journal infernal, plus il était enclin à mettre en doute l'efficacité d'un moyen matériel pour anéantir ce que Wilbur Whatley avait laissé derrière lui, cette entité destructrice dont il ne savait rien, et qui allait se déchaîner dans quelques heures et devenir la mémorable abomination de Dunwich. Le lundi fut une répétition du dimanche pour le docteur Hermitage, car la besogne entreprise exigeait une infinité de recherches et d'expériences. Après avoir consulté de nouveau le monstrueux journal, il modifia son projet à plusieurs reprises, et comprit qu'il resterait jusqu'au bout une grande marge d'incertitude. Le mardi, il établit un plan d'action et se dit qu'il devait faire un tour à Dunwich avant une semaine. Puis le mercredi, ce fut le choc. Relégué modestement dans un coin de l'Arkham Advertiser, un petit article facétieux de l'Associated Press racontait que le whisky de contrebande de Dunwich avait suscité là-bas un monstre qui battait tous les records. Hermitage, stupéfait, ne put que téléphoner à Rice et Morgan. Ils discutèrent tard dans la nuit, et le lendemain, ils se lancèrent tous 3 dans un tourbillon d'activités.
Hermitage savait qu'il s'attaquait à des forces terrifiantes, mais aussi qu'il n'était pas d'autre moyen de réduire à néant les machinations les plus graves et les plus pernicieuses que d'autres avaient tramées avant lui. Le vendredi matin, Hermitage, Rice et Morgan partirent en automobile pour Dunwich, où ils arrivèrent vers 1 heure de l'après-midi. Il faisait un temps délicieux, mais même sous le soleil le plus éclatant, une sorte de terreur et de présage silencieux semblait peser sur les collines bizarrement arrondies et les profonds ravins ombreux de la région maudite. On apercevait par instants sur l'un des sommets un sinistre cercle de pierre qui se détachait sur le ciel. À l'ambiance de peur réprimée qui régnait dans la boutique d'Osborne, ils comprirent qu'il s'était produit quelque chose d'atroce, et ils apprirent bientôt la destruction de la maison d'Elmer Fry et de toute sa famille. Pendant toute l'après-midi, ils parcoururent les environs de Dunwich, interrogeant les locaux sur ce qui s'était passé, puis examinant par eux-mêmes avec des saisissements d'horreur les lugubres ruines des Fry, et ce qui restait des viscosités bitumeuses, les empreintes impies dans la cour, le bétail blessé de 7 bishops, et les énormes foulées de végétation écrasées un peu partout. La piste qui gravissait et descendait Sentinel Hill prit aux yeux d'Hermitage une signification quasi cataclysmique, et il considéra longuement le funèbre autel de pierre au sommet de la colline. Finalement, les visiteurs, apprenant qu'une équipe de la police d'État était arrivée le matin même d'Aylesbury, en réponse aux premiers témoignages téléphoniques sur la tragédie des Fry, décidèrent de prendre contact avec les policiers pour comparer, dans la mesure du possible, les éléments d'information. Ce qui s'avéra toutefois plus facile à dire qu'à faire, car on ne trouva pas de traces du groupe dans aucune direction. Ils étaient venus à 5 en voiture, mais à présent l'auto restait vide près des ruines dans la cour des Fry. Les locaux qui leur avaient parlé parurent d'abord aussi déconcertés qu'Hermitage et ses compagnons. Puis le vieux Sam Hutchin, frappé par une idée subite, pâlit, donna un coup de coude à Fred Farr et balbutia en montrant la fosse humide et profonde qui béait près de lui. Bon Dieu, je leur avais pourtant dit de pas descendre dans le ravin. J'ai jamais pensé que personne le ferait avec ces traces et cette odeur. Et les emboulements qui crient là-dedans, dans l'Oie, en plein midi. Un frisson glacé parcourut les visiteurs aussi bien que les gens du pays, et toutes les oreilles se tendirent instinctivement en une sorte d'attente inconsciente. Maintenant qu'il avait constaté l'horreur et son œuvre détestable, Hermitage tremblait de la responsabilité qui pesait sur lui. La nuit tomberait bientôt, et c'est alors que la gigantesque malédiction prendrait pesamment sa mystérieuse course. Negotium parambulans in tenebris. Le vieux bibliothécaire se répétait la formule qu'il avait apprise par cœur, et serrait dans sa main le papier où il avait inscrit la seconde, dont il ne se rappelait pas. Il vérifia le bon fonctionnement de sa torche électrique. Rice, à côté de lui, tira d'une valise un pulvérisateur métallique comme ceux que l'on utilise pour combattre les insectes, tandis que Morgan sortait de son étui le fusil de chasse de gros calibre auquel il faisait parfaitement confiance, malgré ce qu'affirmait son collègue sur l'inutilité des armes matérielles. Hermitage, qui avait lu le hideux journal, savait trop bien à quel genre de manifestation il devait s'attendre, mais il craignait d'ajouter à la terreur des gens de Dunwich en donnant certains indices ou soupçons. Il espérait pouvoir vaincre le mal sans rien révéler au monde du monstre auquel ils auraient échappé. Dès que les ombres s'épaissirent, les locaux commencèrent à partir chacun chez soi, pressés de se barricader dans les maisons en dépit de la preuve flagrante que toutes les serrures et les verrous humains étaient inutiles
contre une force qui pouvait à son gré ployer les arbres et broyer les maisons. Ils hochèrent la tête devant la résolution des visiteurs de monter la garde près des ruines des Fry, à côté du ravin, et en les quittant, ils ne s'attendaient guère à jamais revoir les veilleurs. La terre gronda sous les collines cette nuit-là, et les engoulevents piaillèrent d'une voix menaçante. De temps à autre, un coup de vent soufflait de Coldspring Glen, imprégnant l'air lourd de la nuit d'une puanteur indescriptible, une puanteur que les 3 veilleurs avaient déjà perçue quand ils se penchaient sur un monstre agonisant qui, pendant 15 ans et demi, avait passé pour un être humain. Mais l'abomination attendue ne se montra pas. Ce qui s'embrusquait au fond du ravin attendait son heure, et Hermitage déclara à ses compagnons qu'il serait suicidaire de vouloir l'attaquer en pleine nuit. Une aube blême se leva, et les bruits nocturnes cessèrent. La journée s'annonçait grise, morne, avec de temps en temps un peu de crachin. Des nuages de plus en plus épais s'accumulaient au nord-est des collines. Les hommes d'Arkham ne savaient trop que faire. S'étant mis à l'abri de l'averse qui redoublait sous les rares appentis intacts des Fry, ils discutaient de l'opportunité d'attendre ou de provoquer l'attaque en descendant au fond du ravin en quête de leur monstrueux gibier sans nom. Le déluge se faisait plus violent, et des coups de tonnerre assourdis venaient d'horizons lointains. De larges éclairs illuminèrent le ciel, puis une flèche fourchue étincela toute proche, comme si elle plongeait au cœur du ravin maudit. Comme le ciel devenait très sombre, les veilleurs espéraient que l'orage serait bref, intense et suivi d'un temps serein. Il faisait encore affreusement sombre quand, à peine plus d'1 heure après, une rumeur de voix confuses se fit entendre sur la route. Presque aussitôt apparut un groupe affolé de plus de 12 hommes, courant et criant et même gémissant avec frénésie. Quelqu'un qui marchait en tête parvint à balbutier en sanglotant, et les hommes d'Arkham eurent un sursaut lorsque les mots prirent une forme cohérente. Mon Dieu, v'là que ça revient et en plein jour à cette heure, il est sorti et il marche jusque là. Dieu sait quand il sera sur nous. L'homme se tut, haletant. Mais un autre reprit son message. Il y a pas 1 heure, Zeb Watley a entendu le téléphone sonner. C'était M'dame Corée, la femme à Georges, qui reste plus bas près du carrefour. A dit que son petit valet Luther était dehors pour rentrer les vaches à cause de l'orage, après le gros coup de tonnerre. Quand il a vu tous les arbres qui se penchaient à la bouche du ravin, à l'autre bout d'ici, et ça sentait cette odeur épouvantable. Pareil que quand il a trouvé les grosses marques l'autre lundi matin. L'a dit qui a dit qu'il y avait un bruit de glissement, de clapotement plus fort que l'arbre et les buissons écartés. Puis d'un seul coup, les arbres le long de la route, ils ont été poussés d'un côté, et il y a eu un terrible piétinement, et ça a éclaboussé dans la boue. Mais attention, Luther, il a rien vu du tout, seulement que les arbres et les broussailles écartées. Puis loin devant, là où le ruisseau à Bishop passe sous la route, il a entendu un craquement puis un coup horrible sur le pont, comme qui dirait un bruit de bois qui se met à casser et à se fendre. Et tout ce temps-là, il a rien vu, rien que les arbres et les buissons écartés. Et quand le bruit de froissement s'est beaucoup éloigné, sur la route du côté de chez le sorcier Watley et de Sentinel Hill, Luther a eu le cran d'aller là où il l'avait entendu d'abord et de regarder par terre. C'était que de la boue et de l'eau. Le ciel était noir et la pluie effaçait toutes les marques à vue d'œil. Mais à l'entrée du ravin, là où les arbres avaient bougé, il y avait encore des marques terribles, grosses comme des tonneaux, pareilles qu'il y en avait vu de lundi. Mais ça, c'est pas le pire à cette heure. C'était que le commencement. Zeb que v'là était en train d'appeler les gens et tout le monde écoutait quand on a appelé de chez Bishop. Sa gouvernante Sally, elle était dans tous ses états. Elle venait de voir des arbres se courber au bord de la route et elle a dit qu'il y avait un bruit de bouillie, comme un éléphant qui souffle et trépigne. Ça venait droit sur la maison. Puis il a parlé d'une odeur épouvantable. Et son petit gars, Chauncey, il braillait que c'était tout pareil à ce qu'il avait senti le lundi matin, à côté des ruines au Watley. Et tous les chiens aboyaient, quelque chose d'effrayant. Alors, v'là qu'il pousse un cri terrible,
Puis a dit que la remise près de la route vient de s'effondrer, comme si la tempête l'avait soufflé. Mais le vent était pas assez fort pour ça. Tout le monde écoutait et on entendait des tas de gens sur la ligne qui étaient haletants. Tout d'un coup, Sally a crié encore et a dit que la clôture de la cour d'entrée vient de s'effondrer, sans qu'on ne voit rien, qui ait pu faire ça. Alors tout le monde sur la ligne a entendu hurler Shansi, et le vieux Seth Bishop aussi. Puis Sally a crié quelque chose de lourd cogné la maison. Pas l'éclair, ni rien, mais quelque chose de lourd qui poussait sans arrêt sur le devant, malgré qu'on voit rien par les fenêtres. Et après... La terreur creusait tous les visages, et Hermitage, tout tremblant, eut à peine la force de réclamer la suite. Alors Sally a crié: «Au secours! La maison s'écroule!» On a entendu un fracas terrible et des cris, pareil que chez Elmer Fry, mais pire. C'est tout. Pas un bruit ni un cri de souris au bout du fil après ça. Rien que le silence. Nous autres, on avait entendu. On a pris les Ford et les charrettes et on a rassemblé chez les Corées tous les gars solides qu'on a pu trouver. Et on est venu voir ce que vous pensez qu'on peut faire. Mais moi, je crois que c'est le châtiment du Seigneur pour nos iniquités et que pas un mortel peut en échapper. Hermitage comprit que le moment était venu d'agir, et s'adressa d'un ton ferme au groupe indécis des paysans épouvantés. Son ton se faisait aussi rassurant que possible. Mes amis, il nous faut suivre ce monstre. Je crois avoir une chance de le mettre hors d'état de nuire. Vous savez que ces Watley étaient sorciers. Eh bien, cet être a été créé par sorcellerie et doit être vaincu par les mêmes moyens. J'ai étudié le journal de Wilbur Watley et certains des vieux livres étranges qu'il avait l'habitude de lire. Je crois connaître quel type de sort il faut réciter pour faire disparaître cette chose. Naturellement, on n'a aucune garantie, mais on peut toujours essayer. Il est invisible, je le prévoyais. Ce pulvérisateur à longue portée devrait le faire apparaître une seconde grâce à une poudre projetée. Nous l'essaierons plus tard. Si effroyable que soit l'existence d'une telle créature, ce n'est rien en comparaison de ce que Wilbur aurait déchaîné s'il avait vécu plus longtemps. Vous ne saurez jamais à quoi le monde a échappé. Pour l'instant, nous n'avons qu'un seul ennemi à combattre, et il ne peut pas se multiplier. Il peut néanmoins faire beaucoup de mal. Aussi, nous ne devons pas hésiter à en débarrasser la communauté. Nous devons le suivre et nous rendre pour commencer à l'endroit qu'il vient de détruire. Que quelqu'un montre le chemin. Je ne connais pas très bien vos routes, mais je suppose qu'il y a un raccourci à travers champs. Par où faut-il passer? Les hommes tergiversèrent un moment, puis Earl Sawyer dit doucement en pointant un doigt sale sous la pluie qui se calmait peu à peu. Je crois que le plus court pour aller chez Seth Bishop, c'est de couper par le pré qui est devant vous, de passer le ruisseau au gué et monter en traversant le champ fauché à Carrier et le petit bois derrière. Ça vous met sur la route du haut, tout à côté de chez Seth, un petit peu plus loin. Hermitage partit aussitôt avec Rice et Morgan dans la direction indiquée, et la plupart des locaux suivirent lentement. Le ciel s'éclaircissait, et l'on voyait à plus d'un signe que l'orage touchait à sa fin. Hermitage ayant pris par inadvertance une mauvaise direction, Joe Osborne l'en avertit et passa devant lui pour lui montrer la bonne. Le courage et la confiance revenaient, mais ces qualités furent mises à rude épreuve dans la pénombre de la pente boisée presque à pic qui marquait la fin de leur raccourci, et qu'il leur fallut escalader comme une échelle parmi ces arbres prodigieusement anciens. Ils émergèrent enfin sur une route boueuse pour voir briller le soleil. Ils se trouvaient un peu au-delà de la ferme de Seth Bishop, mais les arbres ployés et les traces hideuses montraient clairement ce qui était passé par là. On ne s'attarda qu'un moment près des ruines après le tournant. C'était partout la répétition du drame des Fry, et l'on ne trouva rien de mort ou vivant dans les coquilles écrasées qui avaient été la maison de Bishop et sa grange. Nul ne se souciait de rester là, au milieu de cette puanteur et de cette viscosité bitumeuse, et tous se tournèrent instinctivement vers la piste des horribles empreintes qui menaient à la ferme maudite des Watley et aux pentes de Sentinel Hill couronnées par l'autel. En passant devant ces lieux où Wilbur Watley avait vécu, ils frissonnèrent visiblement, et il sembla qu'une certaine hésitation se mêlait de nouveau à leurs ailes.
Ce n'était pas une plaisanterie de suivre à la trace une chose invisible, grosse comme une maison et animée de toute la malveillance haineuse d'un démon. Face au pied de Sentinel Hill, les traces quittaient la route, et on voyait des marques fraîches d'écrasement et de foulage le long de la vaste piste qui indiquait le chemin du monstre pour gagner le sommet et en redescendre. Hermitage sortit une longue vue de poche d'une considérable puissance pour scruter le flanc verdoyant de la colline. Puis il tendit l'instrument à Morgan dont la vue était plus perçante. Un instant plus tard, Morgan poussa un cri et passa la lunette à Earl Sawyer, montrant du doigt un point de la pente abrupte. Sawyer, maladroit comme la plupart des gens qui n'ont pas l'habitude de ces instruments d'optique, tâtonna un peu, puis finit par mettre les lentilles au point avec l'aide d'Hermitage. Alors ce fut un cri moins discret que celui de Morgan. « Dieu tout-puissant, l'herbe et les buissons qui bougent! V'là qui monte lentement! On dirait y rampe vers le haut à cette heure. Dieu seul sait pourquoi. » Alors un vent de panique sembla se répandre parmi les chercheurs. C'est une chose de poursuivre une entité sans nom, mais autre chose est de la trouver. Les formules magiques étaient peut-être excellentes, mais supposons qu'elles ne le soient pas. Des voix commencèrent à interroger Hermitage sur ce qu'il savait du monstre, et aucune réponse ne parut vraiment satisfaisante. Chacun ressentait la présence toute proche des mutations de la nature et d'un être totalement interdit et absolument étranger à l'expérience sensée de l'humanité. Finalement, les trois hommes d'Arkham, le vieux docteur Hermitage à la barbe blanche, le grisonnant professeur Rice et l'assez jeune et maigre docteur Morgan firent seuls l'ascension du sommet. Après avoir expliqué patiemment sa mise au point et son maniement, ils laissèrent la lunette d'approche au groupe effrayé qui restait sur la route, et leur ascension fut suivie attentivement par ceux qui se passaient l'instrument à tour de rôle. Ce fut très dur, et Hermitage dut plus d'une fois se faire aider. Bien au-dessus du trio en plein effort, l'énorme foulée frémissait sous la masse infernale qui passait une fois de plus avec une lenteur d'escargot. Puis il devint évident que les poursuivants gagnaient du terrain. Curtis Watley, de la branche saine, tenait la lunette quand les hommes d'Arkham s'écartèrent nettement de la piste. Il informa la foule qu'ils essayaient visiblement de gagner une crête intermédiaire qui dominerait la progression du monstre, bien au-delà du point où les arbustes à présent se courbaient. Ce qui en effet se vérifia. On les vit atteindre le sommet mineur peu après le passage de l'horreur invisible. Alors, Wesley Corey, qui avait pris la lunette, cria qu'Hermitage ajustait le pulvérisateur que tenait Rice, et que quelque chose allait arriver. La foule s'agita nerveusement, se rappelant qu'on attendait de ce pulvérisateur qu'il révèle une seconde au regard le fléau inconnu. 2 ou 3 hommes fermèrent les yeux, mais Curtis Watley se jeta sur la longue-vue et concentra au maximum l'acuité de sa vision. Il constata que Rice, du fait de la position avantageuse du trio en arrière et au-dessus de l'entité, avait bien des chances de projeter la puissante poudre avec une merveilleuse efficacité. Sans la longue-vue, on n'aperçut que l'image fugitive d'un nuage gris, à peu près de la taille d'un assez grand bâtiment, près du sommet de la colline. Curtis, qui tenait l'instrument, le laissa tomber avec un cri perçant dans l'épaisse boue de la route. Il chancela et se serait laissé affaisser sur le sol si 2 ou 3 ne l'avaient rattrapé et soutenu. Il ne put que gémir d'une voix à peine perceptible. « Oh, grand Dieu, cette chose... Il fut assailli de questions, et seul Henry Wheeler songea à ramasser la lunette et à en essuyer la boue. Curtis, incapable de tout discours suivi, émit des réponses hachées qui semblaient encore trop pour lui. Plus gros qu'une grange. Rien que des cordes qui se tortillent. Un genre de coque pareil qu'un œuf de poule, plus gros que n'importe quoi, avec des douzaines de pattes comme des barriques qui se pient quand elles marchent. Rien de solide de tout ça. Pareil que de la gelée. Et c'est que des cordes séparées qui se trémoussent les uns contre les autres. Des gros yeux bombés de tout partout. 10 ou 20 bouches ou trompes
qui dépassent de tous les côtés, grosses comme des tuyaux de poêle, et secouent, et s'ouvrent, et se ferment. Tout gris, avec des espèces d'anneaux bleus ou violets, et Dieu du ciel, cette moitié de figure qui est au-dessus. Ce dernier souvenir, quel qu'il fût, parut achever le pauvre Curtis, et il s'effondra complètement sans pouvoir en dire davantage. Fred Phan et Will Hutchin le transportèrent au bord de la route et l'étendirent sur l'herbe humide. Henry Wheeler, tout tremblant, tourna vers les hauteurs la lunette restée libre pour voir ce qu'il pourrait. On distinguait à travers les lentilles 3 petites silhouettes qui semblaient courir vers le sommet aussi vite que le permettait la pente abrupte. Elles seules, rien de plus. Puis chacun remarqua un bruit inattendu pour la saison. Au fond de la vallée derrière, et même dans les broussailles de Sentinel Hill, c'était la flûte aiguë d'innombrables engoulevents, et dont leur concert perçant rôdait une note d'attente impatiente et mauvaise. Earl Sawyer, s'étant emparé de la longue-vue, déclara que les 3 silhouettes se trouvaient maintenant sur le sommet le plus haut, pratiquant au niveau de l'autel de pierre, mais très loin de lui. L'une d'elles, dit-il, élevait ses mains au-dessus de sa tête à intervalles réguliers, et au moment où Sawyer le disait, la foule crut, au loin, entendre un son presque musical, comme si une psalmodie sonore accompagnait leurs gestes. La silhouette bizarre sur cette scène isolée aurait pu sembler un tableau infiniment grotesque et impressionnant, mais aucun des spectateurs n'était disposé aux jugements esthétiques. « Je crois qu'il dit la formule magique », chuchota Wheeler en reprenant la lunette. Les engoulevents criaient sauvagement, et sur leur rythme étrange, étonnamment irrégulier, tout à fait différent de celui du rituel auquel ils assistaient. Soudain, le soleil parut perdre de son éclat en l'absence de tout nuage visible. Ce fut un phénomène insolite que tous observèrent clairement. Un grondement s'annonça sous les collines, curieusement mêlé à un grondement qui lui répondait, mais qui venait nettement du ciel. Un éclair jaillit, et la foule étonnée chercha en vain des signes d'orage. La psalmodie des hommes d'Arkham devint incontestable, et Wheeler vit dans la lunette qu'ils levaient tous les 3 les bras au rythme de l'incantation. Dans une ferme lointaine, provint l'aboiement frénétique des chiens. La lumière du jour continuait à s'altérer, et la foule regardait l'horizon avec stupeur. Une ombre violette, qui n'était rien de plus qu'un approfondissement du bleu spectral du ciel, pesait sur les collines grondantes. Puis un éclair jaillit de nouveau, plus étincelant encore, et l'on crut qu'il avait révélé comme une brume loin là-haut, autour de l'autel de pierre. Personne pourtant ne se servait de la longue-vue à cet instant. Les engoulevents poursuivaient leur irrégulière pulsation, et les gens de Dunwich rassemblèrent toute leur énergie contre l'impondérable menace dont l'atmosphère semblait chargée. Sans avertissement, survint cette voix profonde, cassée, rauque, qui hantera à jamais la mémoire du groupe accablé qui l'entendirent alors. Ces sons n'étaient pas nés d'une gorge humaine, car les organes de l'homme ne sauraient produire de ces perversions acoustiques. On les eût dit sortis de l'enfer lui-même, si la source n'avait été manifestement l'autel de pierre sur le sommet. C'est d'ailleurs presque une erreur de parler de son, puisque l'essentiel de l'effroyable timbre d'Afrabas s'adressait à d'obscurs sièges de conscience et de terreur, beaucoup plus subtils que l'oreille, et il faut pourtant le faire, car il prenait, vaguement mais indiscutablement, la forme de mots à demi articulés. Sonores, autant que les grondements et le tonnerre auxquels il faisait écho, mais il ne venait pourtant d'aucun être visible. Et parce que l'imagination pouvait suggérer une source hypothétique dans le monde des êtres invisibles, la foule blottie au pied de la montagne se serra étroitement lorsqu'elle tressaillit comme en l'attente d'un coup.
Novgar, lo sotot, immis nie, nyagnar. Fit le hideux croassement venu de l'espace. L'impulsion de parole sembla vaciller, comme si s'était livrée une terrifiante lutte psychique. Henry Wheeler, l'œil rivé à la lunette, ne vit que les 3 silhouettes humaines qui se profilaient bizarrement sur la cime, agitant furieusement les bras en des gestes étranges, tandis que leur incantation atteignait son point culminant. De quel puits ténébreux de crainte ou d'émotions archéantiques, de quel gouffre de conscience extracosmique ou d'obscure hérédité longuement secrète s'arrachaient ces croassements tonitruants à demi articulés? Bientôt, ils reprirent avec une force et une cohérence renouvelées, grandissant en une pure et totale ultime frénésie. Mais ce fut tout. Le groupe blême sur la route, encore bouleversé par les syllabes indiscutablement anglaises qui avaient jailli, drues et tonnantes du vide frémissant de fureur près de l'affreux hôtel de pierre, ne les entendrait plus jamais. Mais ils sursautèrent violemment à la terrible détonation qui ébranla les collines, l'assourdissante et cataclysmique explosion dont nul ne sut jamais dire si elle venait du ciel ou des entrailles de la terre. Un seul éclair partit du zénith violet et frappa l'autel de pierre, et un formidable raz-de-marée de forces invisibles, avec une indescriptible puanteur, déferla sur la colline et toute la campagne. Les arbres, l'herbe et les buissons étaient battus de furieux coups de fouet, et au pied de la montagne, les gens épouvantés, affaiblis par la fatale pestilence qui menaçait de les asphyxier, faillirent tomber à la renverse. Des chiens hurlèrent au loin, l'herbe verte et le feuillage séchèrent, envirant un étrange gris-jaune malsain, tandis que les champs et les forêts se couvraient de cadavres d'engoulevents. La puanteur avait disparu rapidement, mais la végétation ne redevint jamais normale. Aujourd'hui encore, tout ce qui pousse sur cette effroyable colline et aux environs a on ne sait quoi d'impie et de singulier. Curtis Whatley commençait à peine à reprendre conscience, quand les hommes d'Arkham descendirent lentement la colline sous les rayons d'un soleil redevenu clair et brillant. Graves et silencieux, ils semblaient ébranlés par des souvenirs et des réflexions beaucoup plus terribles que lorsqu'ils avaient laissé le groupe de locaux épouvantés et tremblants. En réponse à un désordre de questions, ils se contentèrent de hocher la tête en réaffirmant un seul fait capital. La créature a disparu pour toujours. Elle a été réduite à ses éléments constitutifs et ne pourra plus jamais exister. C'était une chose impossible dans un monde normal. Une infime proportion en était réellement matérielle, au sens où nous l'entendons. Elle était comme son père, et lui est presque entièrement revenue dans un vague empire ou une dimension extérieure à notre univers matériel. Quelques abîmes incertains, d'où seuls les rites les plus infâmes d'un sacrilège humain ont pu l'attirer un moment sur ces collines. Il y eut un bref silence, pendant lequel le pauvre Curtis Whatley retrouva peu à peu le fil de ses idées. Il se prit la tête à 2 mains en gémissant. La mémoire semblait revenir à elle, là où elle était restée, et l'horreur du spectacle qui l'avait terrassé surgit à nouveau devant lui. Mon Dieu, cette moitié de figure qui est au-dessus. Cette figure aux yeux rouges avec sa crinière d'albinos et pas de menton, comme les Westley. C'était une pieuvre, un mille-pattes, une araignée, comme qui dirait, mais il y avait une moitié de figure humaine dessus, et elle ressemblait au sorcier Watley, sauf que ça avait jamais je sais pas combien de yards de large. Il se tut épuisé,
tandis que le groupe des locaux le considérait dans une stupéfaction qui n'était plus cette fois de la terreur. Seul le vieux Zebulon Watley, dont l'esprit vagabondait dans les souvenirs d'autrefois, mais qui n'avait alors rien dit jusque-là, se mit à radoter à haute voix. Il y a 15 ans de ça, j'ai entendu le vieux Watley qui disait comme ça qu'un jour, on entendrait un enfant de Lavinie crier le nom de son père du haut de Sentinel Hill. Mais Joe Osborne l'interrompit, afin d'interroger à nouveau les hommes d'Arkham. Quoi que c'était donc, en fin de compte? Et comment qu'il a fait, le jeune sorcier Watley, pour le faire venir de là-haut? Hermitage choisit soigneusement ses mots. C'était... Eh bien... C'était surtout une sorte de force qui n'appartient pas à l'univers que nous connaissons. Une sorte de force qui agit, se développe et prend forme selon d'autres lois que celles de notre nature. Nous ne devons pas nous mêler de faire venir des choses pareilles de l'extérieur. Et seuls les gens malfaisants et les cultes impies s'y sont jamais risqués. Il y avait un peu de cette entité en Wilbur Watley, suffisamment pour faire de lui un monstre abominable au développement rapide, et pour que son agonie soit un spectacle vraiment terrible. Je vais brûler son journal maudit. Et si vous avez un peu de bon sens, vous devriez dynamiter cet hôtel de pierre là-haut et abattre tous ces cercles de pierre dressés sur les autres collines. Ce sont ces installations qui ont attiré ici les êtres qu'appréciaient tant les Watley, ceux qui voulaient littéralement voir détruire la race humaine et pour entraîner la Terre vers un endroit innommable dans un but tout aussi innommable. Quant à cette chose que nous venons d'expulser, les Watley l'avaient élevée pour qu'elle prenne une part hideuse dans leur projet. Elle a grandi vite et s'est développée, de la même manière que Wilbur a grandi vite et s'est développé. Mais elle le dépassa, parce que cet être avait en lui une part plus importante de cet abîme extérieur. Vous avez tort de vous demander comment Wilbur l'a fait venir de nulle part. Il ne l'a pas invoqué. Il s'agissait de son frère jumeau, qui ressemblait davantage que lui à leur père.